Dernière, avec vos camarades, nous avions commencé à lire la deuxième méditation métaphysique, plus connue sous le nom de méditation seconde, et nous étions parvenus au cogito, au passage du cogito. Donc, petite reprise sur le cheminement de Descartes jusqu'au cogito. Descartes, à la fin de la première méditation, est arrivé à un point où plus aucune de ses certitudes ne semble fondée. Il peut se permettre de douter de tout ce qu'il pense être certain, au terme de l'argument du Dieu Tout-Puissant qui m'aurait créé tel que je sois trompé toujours, ou, ce qui revient au même en fait, au terme de l'argument selon lequel mon esprit a été causé par un principe contingent, et de ce fait mon esprit serait très imparfait et donc très susceptible d'être trompé toujours. Pour se persuader définitivement que rien n'est certain, ou plutôt qu'aucune certitude n'est absolument fondée, Descartes va créer la fiction d'un malin génie, un génie du mal, très puissant et capable de me tromper toujours, c'est-à-dire capable de claquemurer mon esprit dans des illusions dont il serait impossible de se débarrasser. Conclusion de Descartes à la fin de la première méditation: pour être certain de ne jamais faire d'erreur et même de ne jamais être trompé, il faut, Gabin, il faut que je suspende mon jugement, c'est-à-dire que je m'abstienne de dire quoi que ce soit au sujet de quoi que ce soit. Ainsi, je serai certain non seulement de ne pas me tromper, de ne pas faire d'erreur, mais de ne pas être trompé ou de ne pas me tromper, parce que l'erreur comme la tromperie ne peut être, ou plutôt l'erreur comme la faillibilité du jugement, ne se situe que dans le jugement. Au début de la deuxième méditation, Descartes se compare à un nageur qui se noie, c'est-à-dire qui s'enfonce dans l'eau sans jamais pouvoir toucher le fond. Et il fait l'hypothèse, qui est une hypothèse raisonnable, qu'une fois qu'il aura touché le fond de son doute, il sera capable de remonter à la surface. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura trouvé un point solide sur lequel s'appuyer, il pourra reconstruire l'édifice des sciences, c'est-à-dire réaliser l'ambition qui était la sienne au début de la première méditation. Descartes s'enfonce dans le doute, rien ne semble pouvoir résister à son doute. Et la fine pointe de son doute, c'est la fiction du malin génie, c'est-à-dire d'un malin génie capable de me tromper toujours. Or, dit Descartes, qu'il me trompe autant qu'il le pourra, il faudra bien que je sois quelque chose pour que je pense qu'il me trompe. Ça, vous pouvez le noter, surtout celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Le malin génie pourra me tromper autant qu'il le voudra, autant qu'il le pourra. Il faut bien que je sois quelque chose, il faut bien que je sois quelque chose pour que je pense qu'il peut me tromper. Je reformule, toujours dans le respect de l'esprit du cogito. Aussi longtemps que je pense qu'un malin génie me trompe, aussi longtemps que je pense n'importe quoi en fait, que je pense quelque chose, je suis certain d'être quelque chose. Puisque pour penser, il faut que je sois, il faut que j'existe. D'où ce que va dire Descartes, d'où cogito,
sum. Cogito, C-O-G-I-T-O, virgule, sum. Je pense, je suis. Alors, première remarque, cogito sum est la première certitude que Descartes saisit, dont Descartes se saisit. Et cette certitude, c'est véritablement là qu'on voit que la métaphore du noyer qui touche le fond et qui remonte à la surface est valide. Elle est pertinente parce que cette certitude jaillit à partir du motif le plus, on va dire, le plus musclé, le plus vigoureux qu'on avait de douter, la fiction du malin génie. Donc la certitude du cogito jaillit au cœur même de l'expérience du doute. C'est parce que je doute que je sais que je suis. C'est parce que je doute de tout, c'est parce que je suis capable de penser que tout est douteux, c'est parce que je suis capable de suspendre mon jugement que je sais que je suis. Ça, c'est le premier point. Il va y avoir 4 points. Le deuxième point, c'est que le cogito, et Descartes y insiste dans les 5e réponses aux objections, le cogito n'est pas une démonstration, mais c'est une preuve de l'existence du moi. C'est une preuve que j'existe, pour le dire autrement. Donc Descartes va dire ce n'est pas une démonstration, mais c'est une preuve. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que une démonstration, c'est un enchaînement d'énoncés composés de notions claires et distinctes. Une démonstration est un enchaînement d'énoncés composés de notions claires et distinctes. Or, je parviens à la certitude du cogito sans raisonnement. On va faire l'objection suivante à Descartes. Le cogito n'est pas une démonstration valide parce qu'il faudrait prouver que toutes les choses qui pensent existent. Je précise ma pensée. Je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Ça ne serait pas une démonstration valide parce qu'il faudrait dire je pense. Or, toutes les choses qui pensent existent, donc je suis. Je pense, or, toutes les choses qui pensent existent, donc je suis. Or ça, ce n'est pas ce que dit Descartes. Ce que dit Descartes, c'est que quand je fais l'expérience de ma pensée, je sais immédiatement que j'existe. De la même manière, dit Descartes, de la même manière que je sais immédiatement que si A égale B et que B égale C, alors A égale C. Ou de la même manière que je sais que 1 plus 1 égale 2. Est-ce que je peux démontrer que 1 plus 1 égale 2? Est-ce que je peux démontrer que 1 plus 1 égale 2? Est-ce que je peux démontrer que si A égale B et que B égale C, alors A égale C? Oui ou non? Est-ce que je peux le démontrer? Pas tous en même temps, hein. Oui ou non, puis-je démontrer que le principe de transitivité où 1 plus 1 égale 2, est-ce que je peux démontrer ça? Non. Pourquoi?
Parce que ce sont des principes, parce que ce sont des axiomes. Et Descartes va dire, la manière dont je saisis mon existence à partir de la pensée, c'est la manière dont je saisis les axiomes, c'est-à-dire une intuition. Or, une intuition, c'est quelque chose d'immédiat. C'est quelque chose qui n'est pas démonstratif. C'est une opération qui n'est pas démonstrative parce qu'elle est précisément immédiate et tellement évidente qu'elle n'est pas démontrable. Donc en fait, la preuve que constitue le cogito n'est pas une démonstration, mais elle est supérieure en réalité dans l'ordre des raisons. Elle est supérieure à une démonstration parce qu'elle est plus évidente et plus claire et plus distincte encore qu'une démonstration. On se saisit soi-même, on saisit sa propre existence de la manière dont on saisit des axiomes mathématiques. Et j'ajouterais même que, étant donné que pour Descartes, la manière dont on saisit des axiomes mathématiques pour le moment n'est pas certaine, c'est encore plus certain, si vous voulez, que les axiomes mathématiques. Je sais que j'existe quand je pense. Quand je pense, je fais l'épreuve de ma propre existence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pardon. Le troisième point, c'est que le cogito n'est pas réflexif. Je n'ai pas besoin de me représenter en train de penser, de me regarder en train de penser, pour me rendre compte que c'est moi qui pense. Alors, le parallèle n'est pas valide, mais pour que vous compreniez, de la même manière que je n'ai pas besoin de me regarder en train de marcher dans un miroir pour savoir que c'est moi qui marche. Quand je marche, je sais que c'est moi qui marche, je le sais immédiatement. Quand je pense, dit Descartes, je sais immédiatement que c'est moi qui pense. Alors, Descartes va rencontrer plus tard, c'est-à-dire, c'est l'histoire d'un Allemand moustachu qui est né au 19e siècle et qui est très très méchant. Alors, non, pas lui, l'autre, il s'appelle Nietzsche. Nietzsche va critiquer ce passage-là du texte de Descartes et il va dire la chose suivante. En fait, Descartes a oublié de douter de la grammaire. Il a oublié de douter de la grammaire. On est habitué par le langage, par la structure même du langage, à penser que tout verbe suppose un sujet. Tout verbe suppose un sujet. Et donc, ça pense en lui, et il va en déduire immédiatement, et de manière illégitime, que c'est lui qui pense. Or, dit Nietzsche, c'est pas parce que nous avons des pensées que nous sommes le sujet de nos pensées, que c'est nous qui pensons. Que va dire Nietzsche? Je crois que je l'avais abordé avec vos camarades. Nietzsche va dire, et je pense que vous avez tous fait cette expérience, il y a bien des moments où nous savons que nous ne sommes pas l'auteur de nos pensées, que nous ne créons pas nos pensées, que certaines pensées nous viennent. Okay. Autrement dit, parfois, nous savons que nous avons l'intuition que nous ne sommes pas à l'origine de nos pensées. Il y a certaines pensées qui font comme remonter à la surface, en fait. Nous prenons conscience de quelque chose qui était déjà là avant que nous en prenions conscience. Je pars de chez moi et là je me dis merde, j'ai oublié mes clés. En fait, c'est pas moi qui suis l'auteur de cette pensée, c'est que ça me travaillait, il y avait quelque chose qui allait pas, si vous voulez. Je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas.
Mais je n'arrivais pas encore à mettre le doigt dessus. Et d'un seul coup, il y a une pensée qui me saisit. J'ai oublié mes clés. Alors c'est prosaïque, mais on peut se dire aussi, bah, il y a des gens qui vont avoir de l'inspiration, on appelle ça des artistes. Okay. Euh, Ils marchent dans la rue et d'un seul coup, ils sont frappés par une idée. On peut appeler ça aussi des grands savants. Ils vont avoir des intuitions géniales. Et Nietzsche va dire, mais en fait, ces intuitions, on n'a aucune raison de penser que c'est nous qui les pensons. C'est bien plutôt que ça pense en nous et nous en prenons conscience. Qui a vu des films de science-fiction du type iRobot, 2001 d'Odyssée de l'espace, quoi d'autre, Blade Runner à la limite? Ouais, ok. Ah, les autres, vous avez jamais vu un film de science-fiction de votre vie, avec des robots qui prennent conscience de leurs pensées. Nietzsche dit la chose suivante, en gros. Il y a plein d'êtres, et Nietzsche ne connaît pas encore les ordinateurs. Hein. Les premiers ordinateurs, vraiment, c'est les années quoi? 40. C'est les machines de Turing. Il y a plein d'êtres qui ont des processus de pensée et qui ne se reconnaissent pas comme les auteurs de leurs pensées. On peut prendre l'exemple d'un ordinateur, hein, Terminator étant, Skynet étant l'exception qui confirme la règle, ou HAL étant l'exception qui confirme la règle dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Les ordinateurs, ça pense, mais ce n'est pas eux qui pensent. Il y a de la pensée dans un ordinateur, il y a des processus de calcul dans un ordinateur, il y a du code dans un ordinateur, ça fonctionne, et pourtant ça ne pense pas. Ou plutôt, ce n'est pas l'ordinateur qui pense, c'est que ça pense dans l'ordinateur. Et Nietzsche dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'envisagerait pas, au fond, ce qui se passe en nous, de la même manière que ce qui se passe dans un ordinateur? Nietzsche ne connaissait pas, je le répète, hein, l'existence, ne pouvait pas les connaître, puisqu'ils n'avaient pas encore été inventés. Mais il aurait été fasciné par ça. Dans un ordinateur, ça pense, sans que c'est l'ordinateur qui pense. Pourquoi est-ce qu'on ne se représenterait pas notre pensée de la même manière? Bah, on peut objecter à Nietzsche que on s'en fout en fait de savoir si le moi préexiste aux pensées. Ce qui compte, c'est que lorsque nous pensons, nous avons immédiatement conscience que c'est nous qui pensons. Autrement dit, pour l'être humain, la pensée est indissociable d'une conscience immédiate de soi. Lorsqu'on pense, on a conscience immédiatement que c'est nous qui pensons. Alors, il y a une exception qui confirme la règle, parce qu'elle est pathologique, qui sont ces gens qui pensent, mais qui ne se reconnaissent pas comme l'auteur de ces pensées. Oui, c'est très précisément le phénomène de la schizophrénie. Le phénomène de la schizophrénie, c'est un phénomène d'étrangeté par rapport à soi-même. On ne se reconnaît pas dans ce qu'on pense, on ne se reconnaît pas dans ce qu'on fait. Alors, ne confondez pas, si jamais vous utilisez ces exemples-là dans une copie un jour, particulièrement dans le domaine de la conscience, ne confondez pas la schizophrénie, qui est un phénomène d'altérité de soi à soi-même. Autrement dit, je n'arrive pas à me reconnaître dans ce que je pense ou dans ce que j'ai fait, et le phénomène de dissociation de la personnalité. Le phénomène de la dissociation de la personnalité, c'est encore autre chose. Je ne sais pas si vous avez vu le film Split. Il est inspiré d'un fait, fait divers réel aux États-Unis. Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, J'en ai parlé en plus avec un être cher il n'y a pas longtemps. En gros, c'est un type qui, aux États-Unis, hein, qui concentrait 20 personnalités différentes. 20 personnalités différentes. Et de manière inexplicable, certaines de ces personnalités correspondaient à des connaissances qu'il n'avait jamais acquises. Par exemple,
ce tueur en série avait pour une de ses personnalités, une de ses 20 ou 21 personnalités, était un, un réfugié communiste yougoslave. Cette personnalité parlait, je crois, le serbe couramment, et cette personnalité ne l'avait jamais apprise à l'école. Étrange quand même, étrange. Et là, c'est bien la preuve, si vous voulez, que ça pense en nous, parfois, sans que nous soyons l'auteur de nos pensées. Euh, donc vous comprenez bien, hein, un type qui a des personnalités dissociées et multiples, et dont une des personnalités, en fait, semble être totalement impossible, parce qu'il ne peut pas être à l'origine, aucune des autres personnalités ne peut être à l'origine de cette personnalité-là. Phénomène mystérieux. Et d'ailleurs qui est resté inexplicable, inexpliqué. Alors, en gros, il y a une personnalité qui a appris une langue, enfin, qui savait une langue sans l'avoir apprise. Oui. Alors, euh, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, je vous retrouverai, moi je peux essayer euh, de vous retrouver le nom, vous irez voir sur Wikipédia. Euh, c'est un tueur qui a sévi dans les années 70. C'est pas Kenneth Bianchi. Ah, c'est peut-être lui, attendez. Non, c'est pas lui. C'est Billy Milligan. L'homme aux 24 personnalités. Et Billy Milligan, c'est un type qui a été brutalisé et violé, je crois, par son père dans son enfance. Et pour se protéger psychiquement, sa conscience va se morceler, se démultiplier. Comme ça, enfin, je l'explique de manière assez mécanique, mais comme ça, lorsque il se fait violer, sa conscience va se réfugier ensuite dans une autre personnalité qui n'aura aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. C'est généralement les troubles de personnalité multiples, ça naît avec un traumatisme extraordinairement profond. Euh, au bout d'un certain temps, euh, cet individu qui s'appelle à l'état civil Billy Milligan n'existe plus. Ce qui va exister, c'est les 24 personnalités qui sont dans son corps. Et ce qui est dingue, c'est que c'est une des personnalités de Billy Milligan qui va dénoncer ce qu'une autre personnalité de Billy Milligan a fait. Okay. Non pas en s'en souvenant, mais en se rendant compte, en fait, qu'il y avait un décalage, si vous voulez, entre le moment où cette personnalité s'est réveillée et l'endroit où elle se trouvait, manifestement ce qu'elle avait fait juste avant, ce que le corps avait fait juste avant. Et donc, c'est le premier cas psychiatrique. Alors c'est intéressant parce qu'on va en reparler avec Locke. C'est le premier cas psy qui a donné lieu à un acquittement parce que les juges, après l'expertise psychiatrique des psychiatres, se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas être tenus pour responsables de ces actes. En tout cas, qu'il y avait 23 personnalités sur 24 qui ne pouvaient pas être tenues pour responsables de l'acte d'une 24e. Suite à quoi, en tôle, ou plutôt en HP, je pense, Billy Milligan a subi il a participé à des thérapies. Et à ce moment-là, il y a une autre personnalité qui s'est forgée. C'est-à-dire que des 24, on est repassé à une personnalité qui n'était plus Billy Milligan non plus.
qui n'est certainement pas le Billy Milligan de la naissance. On y reviendra avec Locke, parce que ça passe un petit peu au-dessus de la tête de Descartes, justement, ce problème-là. Ouais. Oui, c'est justement, ou 12 ans, je crois, et c'est justement celle qui aurait commis ces viols et ces meurtres. Et il me semble que c'était pas un meurtrier, il a dû tuer une fois, je sais plus. Mais alors, 3 counts of kidnapping, 3 kidnappings, aggravated robbery, c'est vol avec violence, et 4 viols. Donc pas de meurtre. Mais l'auteur de ces crimes était une personnalité qui était une petite fille. Une jeune lesbienne de 14 ans. Voilà. Donc tout va bien. Donc en fait, il y avait aussi un problème de proprioception, c'est-à-dire qu'il ne percevait pas, là aussi c'est parfaitement cartésien, il ne percevait pas son propre corps. Quand il avait conscience, si vous voulez, d'être un vieux communiste yougoslave et d'être une jeune lesbienne, très clairement, il ne percevait pas son propre corps de la même manière. Alors, dernier point à retenir. Descartes va dire qu'il est, du coup, une res cogitans, une chose qui pense. Et il faut bien comprendre ce que veut dire Descartes à ce moment-là du texte. Res cogitans, R-E-S, plus loin, C-O-G-I-T-A-N-S. Je le dis parce que ça va avoir de l'importance par la suite. Cela ne veut pas dire substance pensante. Cela veut dire truc qui pense. Res, c'est le concept le plus indéterminé qui soit chez Descartes. Res, c'est ce qu'on utilise pour dire quelque chose quand on n'est pas capable de dire autre chose. C'est quand je vous engueule parce que vous dites quelque chose dans vos copies, c'est exactement ce que fait Descartes. Je suis quelque chose qui pense. Ça ne veut pas dire que je suis une substance. Ça veut dire que je suis un X totalement indéterminé qui pense. On pourrait traduire cela par je suis un acte qui pense. Je suis l'activité même de la pensée. Donc, Descartes va donc dire qu'il est essentiellement, pour ne pas dire substantiellement, il est essentiellement, pour ne pas dire substantiellement, j'expliquerai la différence après, il est essentiellement un acte de pensée, ou une pensée. Et il va affirmer le caractère non essentiel du corps dans la détermination de son identité. C'est le passage du morceau de cire, dans la deuxième partie, la deuxième méditation. Donc, je vais lire ce passage, il se situe page 257 sur Wikisource. Donc, prenez vos téléphones portables, pour une fois, arrêtez de dessiner, prenez vos téléphones portables, allez sur Wikisource et allez page 257 de la deuxième méditation. C'est le paragraphe qui commence en fait page 256 et se poursuit page 257. Il commence par considérons donc maintenant les choses que l'on estime vulgairement. Vous me dites quand vous y êtes. Normalement, ça ne doit pas prendre plus de 10 secondes.
Vous y êtes. Très bien. Pas de connexion, ouais. Faut changer d'opérateur. Alors, considérons donc maintenant les choses que l'on estime vulgairement, c'est-à-dire communément, être les plus faciles de toutes à connaître et que l'on croit aussi être le plus distinctement connues, c'est à savoir les corps que nous touchons et que nous voyons. Ok, je vais commenter au fur et à mesure. Une idée reçue, c'est que nous pouvons connaître plus facilement le monde extérieur corporel, celui de ce qu'il appelle l'étendue, c'est-à-dire l'espace extérieur, que nous pouvons nous connaître nous-mêmes, que nous pouvons connaître notre propre pensée. Non pas à la vérité des corps en général, car ces notions générales sont d'ordinaire un peu plus confuses, mais considérons-en un en particulier. Prenons par exemple ce morceau de cire. Donc il va faire l'analyse de ce que c'est qu'un morceau de cire et comment on connaît ce que c'est qu'un morceau de cire. Il vient tout fraîchement d'être tiré de la ruche, il n'a pas encore perdu la douceur du miel qu'il contenait, il retient encore quelque chose de l'odeur des fleurs dont il a été recueilli, sa couleur, sa figure, sa grandeur sont apparentes, il est dur, il est froid, il est maniable, et si vous frappez dessus, il rendra quelques sons. Enfin, toutes les choses qui peuvent distinctement faire connaître un corps se rencontrent en celui-ci. Mais voici que pendant que je parle, on l'approche du feu. Ce qui restait de saveur s'exhale, l'odeur s'évapore, sa couleur se change, sa figure se perd, sa grandeur augmente, il devient liquide, il s'échauffe, à peine le peut-on manier, et quoi que l'on frappe dessus, il ne rendra plus aucun son. La même cire demeure-t-elle encore après ce changement? Oui, il faut avouer qu'elle demeure. C'est Lavoisier. Il faut avouer qu'elle demeure. Personne n'en doute, personne ne juge autrement. Qu'est-ce donc que l'on connaissait en ce morceau de cire avec tant de distinction? Que dit Descartes? Descartes dit: prenons un morceau de cire et essayons de le connaître par les sens. Que constatons-nous? Que si on fait fondre le morceau de cire, toutes ses propriétés sensibles changent. Donc, les propriétés sensibles par lesquelles nous connaissions le morceau de cire ne sont pas des critères suffisants et même ne sont pas du tout des critères pour savoir ce qu'est le morceau de cire, parce que ces critères ne nous permettent même pas de dire que c'est le même morceau de cire qui est en face de nous. Autrement dit, lorsqu'on s'intéresse à l'aspect sensible des corps, on n'est même pas capable de savoir qu'il s'agit du même corps parce que son aspect aura tellement changé qu'il sera méconnaissable. Et pourtant, dit Descartes, lorsqu'on fait fondre la cire, on sait que c'est la même cire qu'on a fait fondre, bien que son aspect sensible ait changé du tout au tout. Donc, dit Descartes, ce n'est pas par les sens que nous connaissons les corps. Ce n'est pas par la perception sensible que nous pouvons saisir ce que c'est qu'un corps. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'imagination, dit Descartes. La même cire demeure-t-elle encore après ce jugement? Il faut avouer qu'elle demeure. Personne n'en doute, personne ne juge autrement. Qu'est-ce donc que l'on connaissait en ce morceau de cire avec tant de distinction? Certes, ce ne peut être rien de tout ce que j'y ai remarqué par l'entremise des sens, puisque toutes les choses qui tombaient sous le goût, sous l'odorat, sous la vue, sous l'attouchement et sous l'ouïe se trouvent changées, et que cependant la même cire demeure. Peut-être était-ce que je pense maintenant,
Et peut-être était-ce ce que je pense maintenant, à savoir que cette cire n'était ni cette douceur de miel, ni cette agréable odeur de fleurs, ni cette blancheur, ni cette figure, ni ce son. Autrement dit, la cire n'est aucune de ses propriétés sensibles. Les propriétés sensibles de la cire dépendent de la cire, mais la cire ne dépend pas de ses propriétés sensibles. La cire est autre chose que les propriétés que je peux percevoir par les sens. Mais alors qu'est-ce que c'est que la cire si ce n'est pas ses propriétés sensibles? Mais qu'est-ce précisément parlant que j'imagine lorsque je la conçois en cette sorte? Considérons-le attentivement et retranchant toutes les choses qui n'appartiennent point à la cire, voyons ce qui reste. Certes, il ne demeure rien que quelque chose d'étendu, de flexible et de muable. Or, qu'est-ce que cela, flexible et muable? N'est-ce pas que j'imagine que cette cire étant ronde, est capable de devenir carrée et de passer du carré en une figure triangulaire? Non, certes, ce n'est pas cela, puisque je la conçois capable de recevoir une infinité de semblables changements, et je ne saurais néanmoins parcourir cette infinité par mon imagination, et par conséquent, cette conception que j'ai de la cire ne s'accomplit pas par la faculté d'imaginer. Qu'est-ce que maintenant que cette extension? Alors, je m'arrête là. Que dit Descartes? Descartes dit: je pourrais connaître ce que c'est que la cire par l'imagination. Okay, notez-le. Je pourrais connaître la cire non pas par les sens, mais par l'imagination. Autrement dit, je vais dire, la cire, c'est tous les aspects sensibles que j'imagine pouvoir appartenir à la cire. Donc, c'est toutes les formes que peut prendre la cire, c'est toutes les odeurs que peut prendre la cire, c'est toute la consistance que peut prendre la cire, c'est tout l'espace que la cire peut occuper, etc., etc. Mais est-ce que notre imagination est illimitée? Est-ce que je peux imaginer l'infinité des formes que peut prendre un morceau de cire, n'importe quel morceau de cire? Remplacez cire par plastique et dites-vous que le même morceau de plastique peut servir à fabriquer une bouteille, à fabriquer un joint, à fabriquer une figurine Star Wars, à fabriquer un flingue, etc., etc. Autrement dit, un même morceau de cire peut prendre une infinité de formes, une infinité que je ne peux pas imaginer, parce que mon imagination est virtuellement, mais pas réellement sans limite. Donc, conclusion de Descartes, ce n'est pas par les sens que je peux connaître la cire, ce que c'est que la cire. Ce n'est pas non plus par l'imagination. Qu'est-ce qui me permet de connaître la cire? La pensée. C'est ma pensée qui me fait dire, cette cire que je vois changer face à moi, c'est la même cire. Ce n'est pas les sens et ce n'est pas l'imagination. Je finis la lecture du texte et je vous libère. Or, ce qui est ici grandement à remarquer, c'est que sa perception n'est point une vision, ni un attouchement, ni une imagination, et ne l'a jamais été, quoiqu'il le semblât ainsi auparavant, mais seulement une inspection de l'esprit, laquelle peut être imparfaite et confuse comme elle l'était auparavant, ou bien claire et distincte, comme elle est à présent, selon que mon attention se porte plus ou moins aux choses qui sont en elle, et dont elle est composée. Que dit Descartes? Ce qui me fait connaître la cire, c'est ce que je suis, c'est-à-dire la pensée. Ce qui me fait connaître toute chose, c'est ce que je suis réellement, à savoir la pensée.
Et ce que dit Descartes, en fait, c'est ce qu'il a fait avec lui-même, ce qu'il a fait avec le morceau de cire. Il s'est demandé ce qui était accidentel, variable, contingent en lui. Est-ce que je suis un corps? Non, parce que je peux me penser sans corps. Est-ce que je suis une âme fluide, un esprit? Non, parce que je peux me penser sans ça. Est-ce que je peux me penser sans penser? Non. Je ne peux pas me penser sans penser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je suis réellement, c'est une pensée. Je ne peux pas me penser sans penser. Et donc, ce que je suis, c'est une pensée. Et pareil pour le morceau de cire. Est-ce que le morceau de cire, c'est une saveur particulière, une odeur particulière, une forme particulière? Non. Donc, ce n'est pas une propriété sensible, le morceau de cire. Est-ce que c'est toutes les formes que peut prendre le morceau de cire, toutes les odeurs que peut prendre le morceau de cire? Non, parce que je suis incapable de l'imaginer. Qu'est-ce que c'est que le morceau de cire? Le morceau de cire, c'est quelque chose que je conçois, que je pense, par une simple inspection de mon esprit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Eh bien, je vous libère. Je vous dis à demain.